chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné sa position face à la situation qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était lors de la réunion, là où il a rassemblé plus de 7 ans au cadre de l'Union sacrée. Il a parlé sur sa position de ne pas négocier avec le rebelle du M23. Il exige la négociation directe avec celui qui agresse la République démocratique du Congo. Nous allons discuter et nous allons analyser avec Freddy Moulumba, le politologue, l'analyste, et surtout celui qui sonnait la sonnette d'alarme sur la balkanisation de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est avec lui que nous allons parler et beaucoup plus des sanctions contre James Kabarebe et le porte-parole du M23. Quels sont les dessous des cartes aujourd'hui? Faut-il aujourd'hui se pencher du côté des États-Unis pour avoir des résolutions? Quelles sont les résolutions et beaucoup plus, quelles sont les raisons que Goma et Bukavu sont tombés aujourd'hui? Nous allons parler avec Freddy Moulumba. Je le salue et bonjour Freddy. Oui, bonjour cher ami. Aujourd'hui, la situation politique, la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo, fallait que les États-Unis parlent, qui était aussi votre souhait et qui était aussi votre vision politique. Aujourd'hui, les États-Unis a donné sa position. Quels sont les dessous des cartes? Je pense d'abord qu'il y a eu des résolutions. Donc, il y a une résolution des Nations Unies condamnant le Rwanda, exigeant au Rwanda de retirer ses troupes. Ça, c'est très clair. Mais ce qui est beaucoup plus frappant, ce qui est beaucoup plus sérieux, c'est la position américaine. Donc, la sanction contre James Kabarebe avec les bandits de M23 AFC. Donc, ça signifie que le Rwanda est sanctionné et la rébellion est sanctionnée. Donc, devant les Américains, ce ne sont pas des gens à prendre au sérieux. Donc, ça signifie que c'est la fin de la guerre. Je l'avais dit ici, ceux qui nous font la guerre, ce n'est ni la Chine ni l'Amérique. Ceux qui nous font la guerre, c'est l'Occident. C'est l'Amérique de Bill Clinton, l'Amérique de globalistes et mondialistes. Or, Trump n'est pas mondialiste, Trump n'est pas globaliste, Trump est souverainiste. C'est l'Amérique d'abord, America First. Donc c'est pour les intérêts américains et non pour les intérêts des individus. Donc c'était normal avec l'administration Trump qu'il puisse sanctionner les Rwandais à travers James Kabarebe et la rébellion à travers ces bandits qui avaient des comptes en France, mais aussi en Grande-Bretagne. Pourquoi sanctionner James Kabarebe aujourd'hui? Fallait-il sanctionner directement le commanditaire et Paul Kagame et le pays agresseur? Pourquoi toucher James Kabarebe sans toucher Paul Kagame? Je pense que Kagame est président, on ne peut pas le sanctionner sur le plan international. Mais on a sanctionné beaucoup plus son bras droit, sa tête pensante, l'homme qui est au cœur de tous les enjeux depuis l'arrivée de la FDL. N'oubliez pas que la FDL a été conduite ici par James Kabarebe. Il était chef d'état-major du Congo, de l'armée congolaise. Donc il garde toutes les cartes. C'est l'homme de confiance. Dès qu'on l'a frappé, le Kagame est touché. Donc il sait très bien que, au lieu de le toucher, on a touché son bras droit. C'est fixe, c'est lui qu'on a touché. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? À travers ces sanctions américaines, d'ailleurs, ceux qui ont sanctionné, donc celui qui a sanctionné James Kabarebe, tout comme les bandits de FCC, je ne connais pas très bien les noms, c'est Kanyuka, un truc comme ça, c'est le département des trésors. Quelle a été la raison? Pour ce département des trésors, la permanence de la guerre dans la région donc, entre le Rwanda et l'Ouganda pose des problèmes pour les entreprises américaines. Les entreprises américaines ne savent pas investir à cause de cette guerre-là. Donc, il faut que cette guerre termine pour que les choses fonctionnent correctement. Et pour cela, on a sanctionné des fauteurs de troubles. C'est James Kabarebe, qui représente le Rwanda, et l'homme de l'AFC M23. C'est pour dire que la guerre est terminée. Parce que l'Amérique nous faisait la guerre. Et comme maintenant Trump a décidé, Trump contrôle la CIA, Trump contrôle le Pentagone, l'armée américaine, Trump contrôle le département d'État. Donc Kagame n'a plus d'entrée, n'a plus de soutien d'Amérique. C'est fini pour lui.
et on ne voit pas son utilité. Ça, c'est une dimension un peu américaine, mais c'est sur le plan géopolitique. Vous savez, tous les minéraux, le coltan, Tintal, qui est exploité à l'est du Congo, au nord et sud du Kivu, ça passe par Kigali. C'est la plaque tournante. Ces minéraux prennent la voie de l'Asie. En Asie, ils sont raffinés en Chine, ils sont raffinés dans d'autres pays, Thaïlande, tout comme l'Indonésie, beaucoup beaucoup de pays asiatiques. Mais tout ça, c'est la Chine qui a la grande partie des raffinages de minéraux qui viennent du Congo. Ce sont des entreprises américaines, des globalistes, qui ont installé des usines en Amérique pour raffiner ces minéraux. Or, actuellement, l'Amérique est en compétition avec la Chine. Compétition technologique et compétition économique. Maintenant, les Américains, en conflit, ils ont sanctionné les entreprises chinoises. Et la Chine a répliqué en freinant, en stoppant, en interdisant toute exportation des minéraux stratégiques, tels que les germanium en Amérique. Or, c'est un minerai important, l'Amérique n'en a pas. Maintenant, l'Amérique cherche ce qu'on appelle des sources d'approvisionnement. Donc, il veut sécuriser les chaînes d'approvisionnement actuellement. Donc, les minéraux congolais deviennent importants. Donc, ils font partie des moyens pour que les minéraux, le cobalt, les coltans, ne partent plus en Chine. Ça se passe comment? C'est ainsi qu'on a tracé les corridors de Lobito. Ces corridors doivent prendre de l'Angola, ça doit monter jusqu'au Kivu. C'est là où Kagame n'avait pas compris. Il a saboté en disant non, je ne vois pas les intérêts, on n'a pas sécurisé ou bien on n'a pas pris en compte les intérêts rwandais. Donc c'est là où il a gaffé tout. Donc les intérêts américains, l'État américain, pour la sécurité nationale américaine, entrent en contradiction avec les intérêts des globalistes et mondialistes. Que eux, quand ils font les affaires, l'argent n'entre pas en Amérique, l'argent part ailleurs. Donc, pour le moment, les globalistes ne sont pas, comment dirais-je, ne sont pas, donc, leurs affaires ne profitent pas l'Amérique. L'Amérique en tant qu'État, en tant que peuple. Voilà la position de Trump. Donc, Kagame est fini. Ça peut prendre une année, 2 ans, mais on va tracer le chemin de fer qui va aller jusqu'au Kivu pour prendre ces matières premières, que ça en Amérique, là on va raffiner. Donc la voie de la Chine sera arrêtée. Et quand on arrête la voie de la Chine, les globalistes n'ont pas accès, tout comme les Rwandais. Donc c'est fini pour eux. C'est fini alors que nous avons écouté Corneille Nangaa avec ses amis dire et ils ont donné rendez-vous à Kinshasa. Aujourd'hui, et les sanctions tombent contre James Kabarebe et un de leurs, disons, AFC-M23. Aujourd'hui, est-ce ces avancées aura encore un sens ou soit ils sont à côté. Pourquoi nous on a perdu la guerre? D'abord, Moïse Nozangi avait expliqué. Tous les commandants, donc tous les responsables militaires de l'Est, avant d'être nommés, il faut l'accord de Kagame. Si Kagame ne donne pas son accord, on ne donne pas. Ça signifie que Kagame les contrôle tous. Et comme la guerre a éclaté, Kagame a donné, avec Kabila, on donné l'ordre à tous ces gens qu'on avait formés de ne pas combattre. Voilà pourquoi Goma est tombé, les généraux ont fui, ils ont laissé les jeunes gens qui sont battus. Bien entendu, ils sont morts beaucoup. Bukavu est tombé sans problème parce que les généraux, les commandants, les militaires qui étaient proches de Kagame et de Kabila ont décroché. Voilà le problème, voilà pourquoi on a perdu cette guerre. Mais cela ne veut pas dire que les populations sont d'accord avec l'occupation rwandaise. C'est là où ça devient très difficile pour eux. Et surtout, la sanction américaine. Il faut que les Congolais comprennent, l'Amérique n'est pas comme l'Europe. Là-bas, la loi est au-dessus de tout. Cette sanction-là, ça aura un grand impact. Le Rwanda est disqualifié. C'est fini. Mais aujourd'hui... Et ce qu'on oublie, c'est la toute première fois dans l'histoire des sanctions contre le Rwanda qu'on ait frappé les bras droits de Kagame. Dans toutes ces guerres ici, James Kabarebe était sécurisé, on ne pouvait pas le toucher.
Mais aujourd'hui, on l'a touché. On a touché Kagame. Et puis, il ne faut pas oublier que dans l'histoire de notre pays, en 2001, l'Américain noir ici, Colin Powell, avait intimé l'ordre à Kagame de retirer ses troupes. Durant l'administration Bush, en 2012, c'est Obama qui a donné l'instruction à Kagame de retirer ses troupes. Donc, aujourd'hui, avec Biden, avec la sanction, on a demandé à Kagame de retirer ses troupes rapidement, de ne plus soutenir M23, sanctionner, mais aussi on demande à ce qu'on respecte l'intégrité territoriale du Congo. Ça signifie quoi? Le projet de balkanisation est mis de côté. Donc Trump, l'Amérique de Trump ne peut pas continuer avec le projet de balkanisation. Comme nous sommes dans une compétition entre grandes puissances, on a besoin d'États, des États forts, puissants, avec qui on peut être des alliés. On n'a pas besoin de petits États comme le Rwanda, un petit État pauvre, un État de barbares, pour travailler avec les Américains. Donc il y a une autre vision d'Amérique. Maintenant, c'est à nous de savoir, nous voulons quoi. Ça signifie quoi? Il faut d'abord nettoyer, déboulonner, comme le président l'a dit. Tous les gens de Kagame et des cabinets qui sont des institutions. Il faut nettoyer. Et créer une nouvelle élite patriote, consciente, une élite qui peut accepter le sacrifice et se préparer à la guerre. Parce que ces gens-là ne vont pas quitter comme ça parce que vous avez négocié, oh, on a signé, il y a des sanctions, oh, il y a encore quoi, les résolutions. Non. C'est quand ils verront qu'il y a le feu qui arrive avec une armée. On mobilise la population. Ils vont fuir demain. Parce que nous parlons aussi de résolutions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces résolutions prises ce qui concerne cette question sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo qui, entre autres, ne sont pas respectées. Il y a des accords Nairobi, il y a la médiation de Luanda. Tout cela, il y a eu des résolutions, des cessez-le-feu, des retraits des troupes qui ne se sont pas même et n'étaient pas respectées. Aujourd'hui, ce sont les mêmes résolutions sur les retraits des troupes. Est-ce ça sera bel et bien respecté? Non, ce qui est différent, c'est quoi? Les Américains ont sanctionné le Rwanda avec ces gens M23 avant qu'il y ait un vote unanime aux Nations Unies. Un vote de résolution condamnant le Rwanda. Donc l'Amérique a pris une décision. Tous les autres pays, là, ils peuvent crier, mais ils ne vont pas prendre de décision pour sanctionner le Rwanda. On a changé. Donc l'Amérique n'est pas, l'Amérique de Trump, n'est pas d'accord avec les globalistes qui sont à Kigali. Ces gens-là sont des bandits, ils les tuent, ils les pillent. Et ces minéraux sont vendus en Chine et dans d'autres pays, et nous en Amérique. Donc les Américains veulent récupérer les choses ici. Dernièrement, il y a eu un envoyé spécial de Biden. Il a fait une conférence à l'ambassade américaine. Il a dit que le Congo est le pays le plus important au monde. Parce que grâce au Congo, on aura ce qu'on peut appeler la transition énergétique et la révolution numérique. Donc sans le Congo, il n'y a pas cette transition. Mais malheureusement, à Kinshasa, vous avez des élites étourdies qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que nous sommes un enjeu. Et si on n'est pas conscient, si on ne se prend pas au sérieux, on va nous balayer tous. C'est ce qu'il faut craindre pour moi. Il faudrait le président demander une mobilisation. Il faut que ce soit une mobilisation effective, pas des mobilisations à la télévision. Les gens qui font des briefings, non. On a une mobilisation, d'abord qui permet à notre peuple d'avoir de l'information, d'organiser notre peuple pour se battre. Parce que cette histoire va terminer par la guerre. C'est comme ça que moi je parle d'une guerre de libération. Il n'y a que la guerre qui peut nous libérer. Avant de parler du discours du chef de l'État qui a demandé la mobilisation plutôt de la population, aujourd'hui nous avons vu Bukavu, nous avons vu Goma d'abord est tombé sans beaucoup plus. Il y a eu quand même de résistance, mais du côté Bukavu est tombé sans coup de feu. Quelles sont les raisons? Les raisons, il y a complicité des hommes politiques de Bukavu, de ceux de Kivu qui sont à Kinshasa. Sur certaines informations, ils nous ont donné, ils ont parlé à leurs gens, il ne faut pas se battre. Et les Burundais qui étaient sur place, qui voulaient se battre, on est parti leur dire non, nous ne voulons pas la guerre. Donc, tout est parti de Kinshasa. Et on a demandé au FARDC de quitter, on a demandé aux Burundais de partir. Ça signifie que la complicité est à Kinshasa. Hein? Mais ce qu'ils ont ignoré,
ceux qui ont donné comment dirais-je, l'ordre pour les gens qui se retirent. Ils ont oublié que le pouvoir a changé de main en Amérique. Ils vont payer trop cher. Ils vont payer trop cher tous ces traîtres. Le moment va venir où on va récupérer tous ces pays, donc on va les chasser. On va chasser tous les Rwandais qui sont à Bukavu avec leurs complices. Et n'oubliez pas l'attitude du Rwanda, de Bujumbura. Les Burundais ont dit, si on ne s'est pas arrêté, Kagame va mettre des ordres partout. Kagame est devenu comme un fou. Il veut mettre des ordres partout parce qu'il fait ce qu'on appelle la politique de la chair, comment dire, de la terre brûlée. Il faut mettre tout par terre, donc après lui c'est le déluge. Mais on va le stopper avant. On va le stopper comment? Comme il est devenu une charge. Kagame est devenu une charge. Soit à travers la guerre, on les chasse comme on a chassé Mobutu. Donc l'armée congolaise va les chasser, parce que les Rwandais ne vont pas accepter de mourir beaucoup. Et soit on lui fait un coup d'État à l'intérieur. Il n'a plus d'autre issue. C'est qu'il est protégé à la Maison Blanche, c'est qu'il est protégé au département d'État, c'est qu'il est protégé au niveau du service de renseignement, la CIA, c'est qu'il est protégé au niveau de l'armée. Trump vient de nettoyer. Donc les globalistes n'ont plus l'accès aux institutions américaines. Et pensez-vous, M. Freddy Mulumba, après des sanctions des États-Unis, après des résolutions sur les retraits des troupes, déjà les troupes qui ont déjà Goma et Bukavu sous leur jubestière, pensez-vous que ces gens-là vont-ils se retirer de ces terres sans pour autant... Non, en fait, ce sont des Rwandais, avec leurs complices, qui sont à Kinshasa, qui ont donné ordre, qui ont trahi. Si vous demandez à Bukavu, pardon, à Goma, l'attitude de la population résiste. Ce que les gens doivent savoir, si les élites sont corrompues, de travailler avec le Rwanda pour exploiter le Congo, ce n'est pas le cas avec une population qui est pauvre. Bukavu, c'est une bastion de la résistance. Je vois très mal les Rwandais rester longtemps là-bas. C'est impossible. Je vois très mal les Rwandais rester longtemps à Goma. Ça ne marchera pas. Et puis ils sont combien pour occuper Bukavu? Ils avaient beaucoup compté sur les services de renseignement américains. Or, avec Trump, tout est bouché. Ils n'ont plus de soutien. Ça va s'effriter calmement. Il n'y aura pas de négociation parce que beaucoup pensaient que c'est la balkanisation. C'est une erreur. Actuellement, on n'a pas besoin des petits pays. On a besoin des États forts pour que ces États forts soient des alliés. Donc le projet de balkanisation n'a pas son utilité dans cette situation de compétition entre grandes puissances. Ils vont libérer les terres facilement. On va les chasser. Par quel mécanisme? On va faire la guerre. On va faire la guerre, ne t'en fais pas. Nous sommes 120 millions d'habitants. 120 millions d'habitants. De toute façon, vous allez voir. Nous allons faire la guerre. Vous qui parlez, vous prenez aujourd'hui qu'il y a l'infiltration, même au niveau des hommes politiques, même au sein de l'armée. Et comment arriverons-nous à chasser ces rebelles qui ont déjà occupé Goma et Bukavu? Le président a expliqué la fois dernière dans son discours très clairement comment les militaires haut gradés ont trahi, ont détourné de l'argent, comment ils recevaient les instructions venant de Kigali et de Kabila pour ne pas combattre. C'est ça l'enjeu. Si on va les déboulonner, on met des patriotes, vous allez voir. Cette guerre ne fera pas longtemps. D'abord, nous avons une profondeur stratégique. On peut faire même pendant 100 ans. Les Rwandais ont une profondeur stratégique. Il suffit aujourd'hui de décider qu'on entre à pied au Rwanda, il n'y a plus de pouvoir. Et puis c'est un petit pays pauvre. On a sanctionné ces gens. Tous les minéraux qui doivent partir du Rwanda aujourd'hui doivent être estampillés minéraux du sang. Ils vont vendre où? Parce que l'objectif des Américains, de Trump, que ces minéraux n'aillent pas en Chine. Il faut que vous compreniez ça. Dans leur compétition entre grandes puissances, une compétition économique, une compétition scientifique ou bien technologique, l'Amérique tient à avoir le contrôle de minéraux stratégiques, parmi lesquels vous avez le coltan. Pour que le coltan aille en Amérique, ça ne va pas passer par la Chine, ça va passer par l'océan Indien.
on doit détourner. Voilà l'importance, ce que j'appelle les corridors de l'Obito. On va refaire ça. Donc, économiquement, les Rwandais n'est plus utile. Voilà pourquoi on ne veut pas du Rwanda. C'est fini. Vous dites c'est fini alors que nous avons écouté les discours du chef de l'État. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni plus de 700 au cadre de l'Union sacrée, dans la cité de l'Union africaine, pour passer en revue la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, là où le chef de l'État est catégorique du côté négociation. Il a dit qu'il ne va pas négocier avec les pantins qui vont répéter ce que leurs chefs leur diront. Le chef de l'État a plébiscité ceux qui ont bravé la situation en mobilisant la population. Il a cité Jean-Pierre Bemba, il a cité le Mineta Jean-Pierre Liaou, il a cité Guy Loando. Et le chef de l'État est catégorique dans sa démarche. Aujourd'hui, il y a quelques territoires sous occupation. Le chef de l'État refuse de négocier. Qu'est-ce qui viendra à la suite? Je viens de vous dire, il n'y a que la guerre qui règle les problèmes. Kagame va tomber. Dès qu'il tombe, nous chassons tous ces gens. Nous mettons un président au Rwanda. Il faut que les Congolais aient cette conception-là. Nous sommes une puissance. Mais l'élite est de mauvaise qualité. L'élite est médiocre. L'élite n'a pas le sens de l'histoire. Pour que l'Afrique centrale soit stable, il faut qu'à Kinshasa, qu'il y ait des élites qui ont une vision de grandeur, une volonté de puissance, pour gérer toute l'Afrique centrale. Dès que le Congo est fort et stable, toute l'Afrique centrale sera stable. Parce que les Rwandais, n'oubliez pas, c'est un petit pays pauvre. Il vit grâce au pillage du Congo, avec la complicité du monde occidental. Il vit grâce à l'aide étrangère. Donc si on coupe ça, c'est fini, il n'y a pas d'État là-bas. Donc c'est un État négrier. Donc, si Kagame quitte le pouvoir, nous allons mettre quelqu'un, déjà un allié à Kigali. Il y a déjà un allié au Bujumbura, donc au Burundi. Donc l'Afrique centrale sera stable. Donc le problème maintenant, c'est Kagame le problème. C'est ce qu'il n'a pas encore compris. Comme il est maintenant le problème, tous ces protégés trouvent qu'il devient une charge. Il devient infréquentable. Qui va encore le défendre? Hier, aux Nations Unies, vous avez Susan Rice qui était représentante de l'Amérique aux Nations Unies. Quand on voulait parler d'M23 et Kagame, il prenait les tiroirs, il prenait les dossiers, il mettait dans les tiroirs. Aujourd'hui, avec Trump, ce n'est pas le cas. Dès qu'on a donné instruction américaine, voter contre Kagame et contre ces bandits, ça a été fait. Tous les pays ont suivi. Automatiquement, avant même que les 5 grandes puissances votent la résolution contre l'occupation des troupes rwandaises du Congo, dans le territoire congolais, l'Amérique a sanctionné avant. Donc c'est le seul pays qui, en dehors des déclarations des Nations Unies, a frappé fort. Donc l'Amérique a pris une position pour le Congo. Quand on dit l'Amérique de Trump, j'entends les gens qui disent oh, Félix a fait un deal entre lui avec Trump, et on a vendu le Congo, sa colonisation. Je dis, mais il y a des gens qui ne savent pas comprendre les enjeux politiques. Que la RDC devient un État allié aux États-Unis d'Amérique. Ce que les gens ne comprennent pas, ce que nous vivons ici, c'est un affrontement interne américain entre globalistes et mondialistes. Ceux qui soutenaient Kagame, c'était des mondialistes, des globalistes, qui soutenaient la guerre, mais qui utilisaient la CIA, qui utilisaient l'armée pour leurs propres intérêts. Et tous les minéraux partaient en Chine. Pas en Chine, mais d'autres pays asiatiques. Ça ne partait pas en Amérique. Or, l'Amérique, dans la recherche de la sécurité nationale pour les chaînes d'approvisionnement, a besoin de ces minéraux stratégiques. Donc, Trump signe les accords avec le Congo, avec Félix, pour qu'on travaille ensemble, que ce soit très propre. Mais quand vous prenez les cas de globalistes, ils mettaient la main sur les minéraux et l'argent dans les poches des individus. Donc, le deal entre Trump et Félix, c'est un deal entre l'État congolais et l'État américain. Ce qui est différent entre ce que Kagame fait avec tous les bandits. Les bandits venaient vendre des armes au Rwanda
pour que les Rwandais et l'Ouganda pillent et prennent les minéraux, ils vont les raffiner en Chine. De la Chine, maintenant, on va vendre en Amérique. C'est ce que les Américains ne veulent plus pour sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement. Dans leur compétition avec la Chine, il faut une rupture. Donc les minéraux qui sont exploités à l'est du Congo ne vont plus encore aller en Chine. Voilà pourquoi on veut tracer le corridor de Lobito jusqu'au Kivu. Mais le chef de l'État a réitéré sa position de ne pas négocier avec le M23, mais le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avait donné cette position de négociation. Aujourd'hui, après beaucoup d'années, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a fait sa première sortie médiatique. Il a parlé. Sa physionomie, sa philosophie part dans le sens de reconnaître le M23, reconnaître les revendications et les écouter, donc entre guillemets, un dialogue. Y a-t-il pas moyen de voir ou bien de revoir la situation? Il faut lire l'histoire, relire l'histoire pour tirer les leçons. Quand la FDL est arrivée ici, ils avaient une mission, c'est faire imploser le Congo et la reconnaître avec des élites rwandaises qui devraient contrôler le Congo. C'était l'objectif. Mzee Kabila a décidé de rompre avec Kagame et Museveni. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a assassiné. Donc Mzee Kabila était les freins à la balkanisation, les freins à la recolonisation. Kabila est arrivé, il a laissé tout le temps. Et c'est pendant cette période qu'on a signé des accords avec les Rwandais. Donc Kagame contrôle le Congo après la mort de Mzee Kabila. Ce que nous vivons maintenant, Tshisekedi vient de rompre. Maintenant, le projet de balkanisation bat de l'aile. Les porteurs du projet de balkanisation, qui étaient de l'AFDEL, ils sont en train de se reconstituer pour continuer avec ce projet. Mais malheureusement, l'environnement international a changé. Il y a un nouveau shérif à la Maison-Blanche. Trump n'est pas d'accord avec les projets de la balkanisation. Il n'en a pas besoin. Pour acheter les minéraux, il vient acheter comme tout le monde. Il n'a pas besoin d'entretenir des guerres pour piller. Donc, Kabila, tout comme FCC, tout comme, comment on appelle ici, M23, ils sont du mauvais côté de l'histoire. Je pense que c'est terminé. Le projet de la balkanisation est fini. Il n'y aura pas de négociation. Mais ce que j'ai dit aux Congolais, préparez-vous à la guerre. Je pense que le président l'a dit. Nous devons nous préparer à la guerre, qu'on ne soit pas distrait. Négociation, résolution, non. Personne ne viendra se battre pour notre indépendance, pour notre liberté. Ceux qui nous font la guerre, ce sont des multinationales qui étaient à Berlin en 1885, qui avaient signé des accords avec Léopold II pour que ces minéraux leur appartiennent. Dans leur imaginaire, les minéraux congolais n'appartiennent pas au peuple congolais. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est nous battre pour récupérer nos minéraux, que le peuple congolais, le peuple africain profitent de ces richesses. Mais il y a encore des gens qui sont utilisés par l'Occident, par les globalistes, pensant qu'ils vont renverser la vapeur. C'est fini. Qu'on relise l'histoire de la décolonisation. Quand l'Angleterre a perdu le leadership, l'Amérique a repris, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était le début de la décolonisation. Aujourd'hui, il y a des phénomènes sur le plan mondial. Vous avez les souverainistes. Le président chinois est souverainiste. Le président Trump est souverainiste. Le président Poutine est souverainiste. Donc l'environnement est tout autre. Donc nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Je pense que les gens étaient intelligents et sages, c'est savoir se mettre du bon côté de l'histoire. Comme ils ont fait ces choix, ils n'ont pas d'avenir parce qu'ils n'auront personne derrière, à part les globalistes qui sont avec eux. Mais ils n'ont pas les contrôles des services de renseignement parce que tout était facile quand la CIA, quand le Pentagone était au service des globalistes. Aujourd'hui, Trump vient de mettre fin à cela. Pour preuve, on vient de nettoyer l'USAID qui venait ici. On va vous donner des aides, on va vous développer. Alors que c'était les bras séculiers de la CIA pour faire des coups d'État, pour piller, pour voler. Maintenant, Trump vient de dissoudre ça. Donc nous sommes entrés dans une autre ère. Les gens intelligents doivent lire l'histoire et tirer les leçons. Ce qu'ils font là, je suis désolé,
ceux qui sont partis avec les Rwandais, non, en fait, ce sont des agents du Rwanda qui maintenant, vous découvrez, tous ces gens qui s'est cachés, les patriotes, tout ça, maintenant sont les gens du Rwanda. Parce que si ce n'étaient pas les agents du Rwanda, ils ne peuvent pas accepter que les pays soient occupés. On a tué des millions de Congolais. Est-ce que vous avez vu ces gens parler? C'est la fin d'une époque. Et là, je voudrais reprendre un élément historique. La sécession katangaise. Je l'avais dit quand on a fait l'émission avec toi ici. Cette histoire de Kivu va terminer comme la sécession katangaise. Quand on a eu l'indépendance, les autres ont vu que Lumumba devient... donc les forces nationalistes vont prendre le pouvoir. Ils ont créé la sécession katangaise. On a donné à Tshombe des armes, de l'argent. Il a créé même presque un État. Aujourd'hui, au Kivu, ce sont des Rwandais qui veulent créer un État. Mais au Katanga, on a créé l'État par des Katangais. Comment ça a terminé? C'est quand les intérêts américains, quand les intérêts de l'État américain sont entrés en contradiction avec les intérêts des multinationales qui étaient à Berlin, qui préféraient beaucoup plus mettre la main sur les richesses, alors que les intérêts de l'État américain, la vision c'était de combattre le communisme. Donc il y avait affrontement. Et l'Amérique profonde, l'Amérique État, a fait un choix de mettre fin à la sécession katangaise. C'est ce qui va se passer maintenant. L'Amérique profonde, l'Amérique État, pour les intérêts américains, aujourd'hui incarné par Trump, va mettre fin à la guerre au Kivu pour que les intérêts américains de l'État américain se retrouvent. Pour que dans cette guerre la nouvelle guerre froide entre la Chine et l'Amérique, que le Congo soit de leur côté. Donc, Kagame et Museveni, le Rwanda, tous ces petits pays pauvres-là, c'est la fin de leur aventure. Après cette guerre, on va reconfigurer toute l'Afrique centrale, avec le Congo comme centre du pouvoir. C'est ce qui va se passer. Le président Félix Tshisekedi a interpellé les hommes politiques de la République démocratique du Congo de leur silence radio pendant cette période de crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il les a interpellés, il a dit hautement, il n'a pas caché ses sentiments patriotiques pour parler à ceux-là qui étaient en silence radio. Aujourd'hui, vous qui avez ravivé ces slogans, le président est du bon côté de l'histoire. Aujourd'hui, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi doit-il faire? Faut-il changer ses gouvernements? Faut-il ramener des solutions actionnaires? Donc, faut-il aller dans la pragmaticité ou soit faut-il rester toujours dans les discours? Je pense que le président a déjà parlé. Nous sommes en pleine guerre. Il faut que les jeunes gens s'enrôlent. Nous sommes trop riches. Si nous ne savons pas protéger nos richesses, on va les prendre gratuitement. Quand vous avez une élite un peu étourdie comme on en a là, ils pensent que tout peut se régler par la négociation. Oh, pour négocier, il faut avoir ce qu'on appelle, il faut que vous soyez en position de force. Pour être en position de force, dans notre cas, il faut avoir une forte armée. Vous allez négocier avec des gens sans armée. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une église ici. Ce sont des conflits d'intérêts. On ne comprend que les rapports de force. On reprend chaque jour ici. Les gens ne comprennent rien. Il n'y a que les rapports de force qui vont mettre tout le monde de notre côté. Si vous voyez aujourd'hui, les Américains ont agi. C'est vrai, Trump est anti-globaliste, anti-mondialiste. Mais ce sont les manifestations du peuple congolais. C'est ce qui s'est passé ici. Pour la toute première fois, on a des ambassades. Mais les gens, on disait que les Congolais sont des idiots, ce sont des danseurs qui aiment les femmes et la bière, mais c'est frappant. Et ceux qui ont fait ces histoires-là, c'est le peuple. Hein. Ce n'est pas les hommes politiques. Ceux qui préfèrent les dialogues pour se partager le pouvoir. Cette classe politique n'a pas de base. On va la balayer tous. Le peuple aura de nouvelles élites qui vont travailler pour le pays à côté de Félix. Maintenant, il faut que les Félix prennent la décision de nettoyer tous ces gens. C'est la seule solution. Moi, je vois déjà le 2 août 1998. Quand Mouzé a pris une décision de faire partir tous les Rwandais qui étaient dans les institutions, de faire partir tous les Ougandais qui étaient dans les institutions, donc dans l'armée, de faire partir tous les traîtres, les Rwandais n'étaient pas d'accord, ils ont déclenché la guerre des autres. Et qui a sauvé le pays avant que les Zimbabwéens viennent? C'est qui? C'était le peuple.
Mouzé a lancé un mot d'ordre. Le peuple est dans la rue. On a attrapé les militaires rwandais avec les Congolais complices. On les a brûlés. Et ça a frappé beaucoup de gens. C'est comme ça qu'on a arrêté la guerre. Quand les parents ont vu ça, ils ont dit non, avec ça c'est dangereux, arrêtons. C'est comme ça qu'on a arrêté. Et si le peuple n'avait pas fait ça, c'était fini la recolonisation du Congo. Je pense à un moment donné, le président pragmatique, il avance. Il va lancer un mot d'ordre au peuple. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ceux qui pensent venir à Kinshasa, qu'ils viennent. Que Nanga, les autres qui rêvent là, on les attend. Ceux qui vont les affronter, ce ne sont pas les élites corrompues qui sont au gouvernement, qui sont dans les bureaux. C'est le peuple. Preuve. La fois dernière, comment on a brûlé les ambassades occidentales. Hein? Peut-être ici, vous ne pouvez pas être conscient, vous dites, oh, c'est rien. Mais dans l'imaginaire, les Américains disent, ah, ça signifie que le peuple congolais n'est pas d'accord avec nous. Nous devons changer. C'est parce que le peuple s'organise. Donc, les présidents en parlaient. Il faut maintenant que les étudiants, les jeunes gens s'organisent. Parce que ce qui se joue ici, c'est la libération du Congo. Soit les Rwandais, les Ougandais deviennent des chefs avec la complicité des multinationales, on nous recolonise, soit nous nous battons jusqu'au bout, on est libre. Est-ce faut-il changer ces gouvernements? Les gouvernements doivent être changés, réduits, avoir des patriotes, les gens qui sont identifiés par la population. C'est très important. Pour que cette population ait confiance en cette élite, les gens que la population identifie comme des patriotes, il faut qu'on les voie. Et deuxième chose, au niveau de l'armée, le même lui l'a dit, il faut nettoyer. Donc le peuple attend ça, attend d'abord de nouvelles figures, des patriotes, des gens honnêtes qui peuvent travailler pour le pays. Au niveau de l'armée, on veut voir tous ces généraux complices qui ne font rien, qui sont des traîtres. Le peuple veut voir que le président doit les mettre hors d'état de nuire. Il va le faire. Parce que si on ne le fait pas, le pays va partir. Donc c'est là maintenant une conscience générale. Parce qu'on demande seulement au président. Oh, le président a dit et il ne fait rien. Mais que font les Congolais? Moi, j'ai le temps de voir un peu les réseaux sociaux. Je lis un peu les tweets des gens, mais tu vois que tu ne vois pas l'élite. Ce qu'on appelle l'élite parler. C'est les petits peuples qui parlent, qui font des émissions, qui font des trucs. Mais tu seras de voir les soi-disant professeurs d'université parler. Regardez sur le compte Twitter. Ce sont combien qui font des tweets? Regardez dans les émissions que vous faites là. Il y a combien de professeurs d'université qui se disent interviews qui parlent. Donc ce sont des élites qu'on a fabriquées, formées par l'Occident pour sous-traiter leur domination au Congo. Voilà pourquoi les silences. Quand les présidents parlent du silence, c'est parce que ces gens-là dépendent de Kagame, de Museveni, des Occidentaux. Voilà pourquoi ils se taisent. Ils ont peur, ils ont des enfants en Europe, ils ont des comptes. Si demain, ils parlent, d'abord, on bloque le compte. Si ce n'est pas ça, les enfants qui étudient, peut-être ils auront plein de visas. Et là, tu commences à faire les calculs entre défendre la patrie et défendre la famille. Donc, nos élites sont dans ces conditions-là. Tout le monde est qu'à voler l'argent ici. Mais ils ont des comptes en Belgique. C'est là que quelquefois, moi, j'ai dit, on est tellement naïfs. Les Belges, les Américains, les Français connaissent tous les comptes des Congolais. Donc, si vous voulez parler, on bloque. Hein. Et là, tu dois travailler avec nous. Si tu ne veux pas, on casse. C'est ça l'Occident. Donc, c'est dire aux gens, il faut se battre, il faut un énorme sacrifice pour que nos enfants, nos petits-enfants trouvent un état stable. Nous avons une vocation d'une puissance. Les élites que nous avons maintenant ne sont pas à la hauteur. Les présidents en parlent, ils ne comprennent pas. Ils préfèrent voler, construire des maisons par-ci par-là. Ils pensent que les maisons, c'est une sécurité pour leurs propres enfants. Donc il faut une élite qui voit les choses à long terme, 10, 20 ans, 30 ans. De toute façon, nous sommes dans un processus de la deuxième indépendance pour que les minéraux qui étaient confisqués par le monde occidental, par les globalistes et mondialistes, reviennent à notre peuple. Et pour cela, il faut engager une guerre. Quelqu'un qui a assez sur une mine d'or ne va pas partir, ne va pas quitter grâce aux négociations. Vous ne comprenez pas. Vous venez, vous frappez le fouille, vous récupérez votre minère. C'est après maintenant, vous dites non, maintenant je prends gratuitement, je n'ai pas acheté. C'est ça qu'on appelle, on peut négocier en fonction de force. Qu'on récupère d'abord, qu'on récupère nos minéraux, dès qu'on a nos minéraux, et puis on va négocier avec eux pour qu'ils viennent acheter comme tout le monde. Voilà, aujourd'hui, si le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit remanier ses gouvernements ou doit changer ses gouvernements, qui pensez-vous à la tête de ces gouvernements comme Premier ministre? Non, je pense qu'il faut quand même un petit robot, quoi. Il faut
peut-être donner un peu certains critères. Il faut d'abord quelqu'un qui a une forte personnalité, patriote, compétence en matière économique et militaire. Parce que si on ne saurait pas gérer l'économie, on ne saurait pas faire la guerre. Ensuite, des gens qui ne peuvent pas céder aux instructions étrangères. Moi, j'étais au Burkina Faso, j'ai vu des hommes. Dès que le président Traoré parle, tout le monde suit. Ici, Félix parle, les gens contestent. Ils disent non, non, nous pouvons aller négocier. Quand vous voyez que les gens qui veulent négocier, là, il faut les écarter. Ceux qui veulent négocier aujourd'hui, on les écarte. Ok, attendez, quand il y aura une négociation, vous allez parler. Pour le moment, nous faisons la guerre pour récupérer notre territoire, nos mines. Je ne sais pas si on se rend compte. Au moment où nous parlons ici, tous les minéraux de l'Est sont payés par les Rwandais et les multinationales. Ils vendent, l'argent part où? Et nos élites de l'Est sont complices. Parce que quand vous partez au Bukavu, tout comme dans le Nord Kivu, Goma et autres, ce sont des Congolais qui sont complices avec les Rwandais, qui sont contents. Ils s'en foutent de la misère du peuple. Donc quand on leur dit il y a 8 millions de déplacés internes, ils s'en foutent. Le problème, c'est jouir. Leurs propriétés sont sécurisées par les Rwandais, les maisons, les affaires sont sécurisées. On n'a pas vu de casse de propriété de ceux qui sont au pouvoir, des hommes politiques de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, c'est-à-dire c'est une situation qui est normale. Non, ils sont complices. Beaucoup sont complices. Je pense que le président l'a dit clairement. Et il y a des gens qui n'étaient pas dans la salle quand le président parlait. Comme qui? Kamer était où? Kamer était où? Et vous ignorez le rôle que Kamer a joué depuis l'AFDEL, depuis Mobutu. Nous sommes tellement naïfs et les gens n'ont pas de courage de le dire. Parce qu'ils pensent que Kamer peut les corrompre, donner l'argent. Kamer peut rechercher du travail. Voilà l'élite que nous avons. Qui se contente là, dès qu'on l'appelle, il est dans un petit carré en train de vivre. Alors Kamer est complice de ce qui se passe à l'Est. C'est lui qui est parti voir l'M23 avant. Il était parti au Kivu, non? C'est lui qui est parti voir l'M23, qui conseille qu'on puisse négocier avec lui. Donc Kamer est complice. Donc, quand vous regardez de plus près, c'est la reconstitution de l'AFDEL. Quand l'AFDEL est arrivé, il s'est installé. Ils veulent rééditer l'exploit. Mais ils ont oublié une seule chose, l'environnement international ne permet plus ça. Nous sentons dans notre ère où l'économie n'est pas seulement être riche, ne suffit pas seulement avoir des carrés miniers. Il faut avoir la technologie. Tu peux avoir ces carrés miniers, tu ne sais pas les transformer. À quoi ça sert? Mais l'autre l'a ravi et son carré minier, il est allé faire la rébellion. Ouais, mais ils sont toujours. C'est ça que j'ai dit que ça fait partie de ma fille AFDEL. Voilà pourquoi ils se taisent. Ils ne peuvent pas parler. Leurs parents leur ont dit on fera partie au moyen pour que vous soyez au pouvoir. Mais Dieu arrange les choses. Trump est arrivé. Donc tous leurs projets s'est effondré. Voilà pourquoi maintenant ils ont difficile à parler. La seule personne qui a parlé, je vois que c'est Paluku Julien. C'est le seul qui a parlé, il y a Kagame, tous les Rwandais vont rentrer les cadavres. Parce que Paluku, c'est ce qu'il dit. Il a combattu en 2012. Il était sur le terrain. Il connaît. Mouzang, il connaît. Ils sont battus. Dans cette histoire-là, les Nandais n'accepteront jamais la domination rwandaise. Ça, retenez. Donc ceux qui pensent couper l'Est du Congo se trompent. Parce que les Nandais, c'est les verrous. Kagame fait par tous les moyens pour casser les Nandais. Or, les Nandais sont nombreux, ils sont riches, ils ont une forte identité. Donc, c'est les Nandais qui défendent le Congo à l'Est. Donc, si les Nandais se fondent, le Congo est parti. Mais comme ils tiennent le coup, je pense que c'est un peuple vaillant, il est habitué à défendre ses terres. Il ne va pas accepter que Kagame vienne s'installer. C'est provisoire, je pense que bientôt, ça fera partie des livres d'histoire. Les enfants viendront apprendre qu'il y avait un petit dictateur au Rwanda, avec la complicité de capitalistes occidentaux, qui voulait nous recoloniser. Et les peuples congolais les ont chassés. C'est comme ça que nous sommes devenus, une fois de plus, indépendants. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce aujourd'hui, M. Freddy Mulumba, vous avez tiré la sonnette d'alarme depuis? Vous avez fait de ça votre combat de vie, la balkanisation de la partie est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous avez ravivé l'espoir des Congolais
avec ces slogans qui étaient déjà endormis, que le président est du bon côté de l'histoire, ce n'est pas le moment que vous puissiez entrer dans la danse? Je suis déjà dans la danse, je parle librement. Ça fait plus de 16 ans, donc depuis 2009, que je fais ce travail. Personne ne me l'a demandé. Nous sommes avec le peuple. Nous nous battons pour le peuple, sinon on ne peut pas accepter de perdre tous les privilèges qu'on avait. On pouvait dire non, il faut être les clients de Kagame Museveni pour bien vivre. Mais est-ce qu'il ne faut pas prendre la position de commandement, peut-être entrer dans les institutions et un ministère pour diriger et imposer aussi votre politique? Sont pas non, on a fait ce combat, on est en dehors des institutions. On voit les résultats. Ce ne sont pas les gens qui sont au pouvoir qui ont été contre la balkanisation. C'est ceux qui étaient en dehors. Donc ce qui compte ici, ce n'est pas être dans les institutions ou bien être dehors. C'est comment défendre la patrie. On peut le faire à l'intérieur, au niveau des institutions. On peut le faire aussi dehors. Si le président vous invite, vous allez refuser la main tendue du chef de l'État? Non, ça je laisse au président le pouvoir de décider. Ça ne me concerne pas. Merci beaucoup, M. Frédéric Boulomba. Ok, je vous en prie. Audio